plusieurs autres ministres. Le chef de l'État a été informé de la position actuelle des efforts du gouvernement pour assurer la durabilité et la stabilité de l'approvisionnement électrique au niveau de la République. La réunion a de même examiné les plans futurs du gouvernement afin d'encourager les investissements dans le secteur de l'énergie. Pour plus de détails, voici un commentaire signé AHL et Salih Hamd. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi qu'avec le ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, Mahmoud Asmat, et le ministre du Pétrole et des Ressources Minérales, Karim Badawi. Cette réunion est intervenue dans le cadre du suivi continu des efforts du gouvernement concernant un nombre de dossiers de priorité dans le secteur de l'énergie, dont le plus important est la mise en œuvre des directives du président el-Sisi pour trouver des solutions décisives à la question du délestage de l'électricité et son annulation en été. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, le chef de l'État a été informé de la position actuelle des efforts du gouvernement pour assurer la durabilité et la stabilité de l'approvisionnement électrique au niveau de la République et la réduction des pertes, notamment vu la forte consommation quotidienne d'électricité en été qui nécessite de redoubler d'efforts pour préserver la régularité et la qualité du service. Le Premier ministre et les ministres de l'électricité et du pétrole ont passé en revue les efforts visant à répondre aux besoins urgents du secteur électrique en produits pétroliers, ce qui a permis d'arrêter le délestage pendant la période estivale avec des travaux intensifs selon un calendrier précis pour mettre fin radicalement à ce problème en tenant compte de l'instabilité régionale et internationale et de ses effets potentiels sur le secteur énergétique. La réunion a de même examiné les plans futurs du gouvernement pour encourager les investissements dans le secteur de l'énergie, dans le but d'augmenter la production du pétrole brut et du gaz le plus rapidement possible et l'accélération des programmes d'exploration. Le président el-Sisi a ordonné l'intensification des travaux en cours au niveau de la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne, et cela afin d'ajouter de nouvelles capacités au réseau électrique. Il a souligné la grande importance de cette voie à la lumière de la croissance constante des besoins de consommation énergétique locale, que ce soit pour les citoyens ou pour l'industrie et la production, ainsi que pour réduire la demande de gaz et de combustibles fossiles, et également dans le cadre des efforts de l'État pour évoluer vers des technologies propres pour faire face aux effets négatifs du changement climatique. Le président el-Sisi a également ordonné de renforcer la coordination et la coopération efficace entre les différents ministères et agences d'État afin d'assurer un service électrique régulier, saluant la compréhension et l'appréciation manifestées par les citoyens pour les mesures de réduction de charges au cours de l'étape précédente. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, M. Nadim. Bonjour. Alors, quand on parle de cette réunion du président avec le Premier ministre et plusieurs autres ministres, surtout sur le dossier des énergies et la consommation d'énergie en Égypte, également les plans futurs de ces investissements, comment voyez-vous cela et son effet sur l'économie égyptienne? En tout cas, on voit des mesures concrètes pour lutter contre le problème de rupture de fourniture d'électricité que l'Égypte subit depuis bien 2 ans presque. En tout cas, ça va dans le bon sens. Espérons également, quand on parle des plans futurs discutés hier par le président avec le Premier ministre et les ministres concernés, comment voyez-vous l'effet de cela sur l'économie égyptienne? Allô? Allô, oui. Oui. Alors, je vous demandais quelle est votre opinion sur l'effet de ces plans pour les investissements étrangers dans le domaine de l'énergie et l'effet de cela sur l'économie égyptienne. On voit que l'énergie renouvelable, en tout cas, c'est la solution. L'Égypte a le potentiel et en tout cas la chance d'avoir beaucoup de soleil, beaucoup de terrains vides dans le désert qui peuvent porter les installations d'énergie renouvelable et qui permettent aussi la production d'électricité à un prix très compétitif.
Et c'est la chance que l'Égypte a, et c'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a des investisseurs étrangers qui souhaitent investir en Égypte pour profiter des conditions géographiques de l'Égypte. Après, ce sont des investissements long terme, donc des calculs assez compliqués, mais petit à petit, on sent qu'il y a quand même une émergence de cette politique, de s'orienter vers les énergies renouvelables, et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de pays qui aussi présentent les mêmes conditions que l'Égypte, mais il faut que l'Égypte soutienne ou en tout cas apporte aussi des solutions en termes de politique, en termes de clarté de mesures fiscales, etc., pour vraiment attirer les investisseurs et être la destination de choix pour tous les investisseurs qui veulent investir dans les énergies renouvelables. Espérons pour le mieux. Monsieur Nadim Samna, on vous remercie de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prononcé hier un discours devant le Congrès américain où il s'est efforcé de faire pression sur les États-Unis dans un contexte tendu entre les deux pays alliés après 9 mois de guerre à Gaza. La visite du dirigeant israélien à Washington intervient en pleine effervescence politique aux États-Unis entre la tentative d'assassinat de Donald Trump et le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche et l'entrée en scène de la vice-présidente Kamala Harris qui brigue désormais l'investiture du Parti démocrate pour l'élection de novembre. C'est d'ailleurs la 4e fois, un record pour un dirigeant étranger que Netanyahu s'adresse au Congrès, généralement réservé aux dirigeants en visite d'État. Ce jeudi, il rencontrera à la Maison-Blanche le président Joe Biden, avec lequel il entretient des relations étroitement compliquées. Netanyahu se rendra ensuite vendredi à la résidence Mar-a-Lago en Floride, à l'invitation de Donald Trump, les deux hommes disant s'entendre à merveille. Il est aussi question d'une rencontre avec Kamala Harris qui a été absente hier du Congrès. Et Israël a rejeté mardi un accord entre les rivaux Hamas et Fatah sur une gouvernance commune des territoires palestiniens pour l'après-guerre, à l'heure où l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza. Je cite, « Cela n'arrivera pas car le Hamas sera écrasé et Mahmoud Abbas, le chef du Fatah, observera Gaza de loin. » C'est ce qu'a lancé le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, dont le pays occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis 1967 et mène une offensive dévastatrice à Gaza en riposte à une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Israël a juré de détruire le Hamas et refuse d'arrêter son offensive à Gaza avant de démanteler le mouvement qui a pris le pouvoir en 2007 à Gaza, 2 ans après le retrait d'Israël de ce territoire qu'il a occupé depuis 38 ans. Et le président tunisien Kais Saïd, au pouvoir depuis 2019, est accusé de dérive autoritaire par ses détracteurs, a annoncé sans surprise qu'il briguerait un nouveau mandat lors de l'élection prévue le 6 octobre prochain. Spécialiste de la Constitution, élu démocratiquement en octobre 2019, M. Saïd accapare tous les pouvoirs depuis son coup de force de juillet 2021 lorsqu'il avait, après plusieurs mois de blocage politique, limogé le Premier ministre et gelé le Parlement avant de le dissoudre. Il a fait adopter une nouvelle constitution par référendum en 2022, instituant un nouveau système de 2 chambres au pouvoir très limité, faisant passer la Tunisie d'un régime parlementaire à un système ultra-présidentialiste qui consacre, selon ses détracteurs, la dérive autoritaire de M. Saïd. De son côté, l'ONG tunisienne iWatch a dénoncé des procédures compliquées pour le scrutin d'octobre, notamment pour les postulants se trouvant en détention préventive, ainsi qu'une absence méthodique de transparence de l'instance organisant les élections.
et une dizaine de personnalités ont déposé leur candidature en vue de l'élection présidentielle du 7 septembre en Algérie, pour laquelle le président actuel, Abdelmejid Tebboune, part en position de grand favori. M. Tebboune, 78 ans, qui a annoncé le 11 juillet vouloir briguer un deuxième mandat, a remis son dossier en personne à l'autorité d'élection ANI. M. Tebboune avait décidé en mars d'anticiper de 4 mois à début septembre l'organisation de la présidentielle dans le pays nord-africain de 45 millions d'habitants, riche en hydrocarbures et premier exportateur de gaz d'Afrique. Il avait été élu en décembre 2019 lors d'un scrutin à faible participation, environ 40% dans la foulée de Hirak, ces manifestations massives pro-démocratie qui avaient entraîné la chute en avril de la même année de son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika après 20 ans au pouvoir. La liste des candidats retenus sera annoncée le 27 juillet et la Cour constitutionnelle tranchera sur de possibles recours le 3 août. Et un Libanais a été tué et un autre blessé mardi alors qu'il se trouvait dans une camionnette utilisée pour vendre des snacks dans les villages du sud du Liban. Le décès est survenu lorsqu'un drone militaire israélien a pris pour cible le véhicule à la périphérie de Chakra. La victime a été identifiée comme étant Sadiq Atawi, membre du Hezbollah soutenu par l'Iran. Les frappes israéliennes ont également visé les banlieues de Naqoura, Markab, Houla, Taloucha et Aïta Sha'b avec des obus et des bombes incendiaires. Dans le contexte de cette attaque, des sirènes d'alarme ont retenti dans plusieurs villes de Haute-Galilée, des rapports faisant état de la chute de roquettes dans cette zone et dans la région de Galilée occidentale. Les médias israéliens ont rapporté que la plupart des sirènes d'alarme ont retenti dans des colonies dont les habitants n'ont pas été évacués. Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir mené une attaque aérienne à l'aide d'un escadron de drones sur la base de Mont Nerer en représailles à l'assassinat perpétré par l'ennemi dans la ville de Chakra. Les avions de combat israéliens ont de nouveau survolé à basse altitude Beyrouth et ses environs et se sont rendus jusqu'à Kesserwan et le district de Jezine, provoquant de forts bangs soniques lorsqu'ils ont franchi le mur du sang. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. The National Museum of